les mangas que je suis entré dans la philo. Chacun des mangas a une structure parfaite. Je pourrais jamais le mettre dans mon top 5. Rien de bâclé dans Hunter x Hunter. Aizen, d'une certaine façon, c'est le gentil de l'histoire. On s'est inspiré de Jean Messia, il y a un petit peu de Zemmour dedans. Moi, je suis un fan de Dragon Ball GT. Tu te rends compte que Izuka, c'est un dernier pédophile, en fait. On sait d'où Berserk est inspiré. C'est le même bestiaire. C'est vraiment l'œuvre où philosophiquement j'ai pris la plus grosse gifle de toute ma vie. Acteur, on est des putains de marionnettes. Ça y est, tu as niqué l'émission. Et bienvenue sur Namek. Aujourd'hui, on reçoit 3 mammifères exceptionnels. Ça va ou quoi? Ça va. On va gaulerie aujourd'hui, c'est chaud, mais il est important de commencer cette émission avec une petite référence à Akira Toriyama. C'est rare de sentir un truc comme ça quand les gens, on les a pas connus, d'être aussi touchés par la mort de quelqu'un. Je vais poser la question à toi, Gatsu, pour commencer. Pourquoi tu penses que Dragon Ball, ça nous a autant impacté à cette génération-là? Parce que déjà, ça a été la porte d'entrée de pas mal dans le monde du manga. Ça a popularisé le manga en France, notamment avec le Club Do, tout ça. Au niveau de la pensée, au niveau de ce qu'il transmet, Toriyama, en fait, il transmet de lui et on le voit. Et c'est pour ça que quand on pose souvent la question quelle est la philosophie de Dragon Ball, la simplicité à l'état pur, c'est l'homme simple. Je veux dire, Goku, il vit à la campagne avec Shishi, Gohan, tout ça. Il y a un aspect dépassement de soi qui vient de l'histoire japonaise avec le Bushido, avec le fait les arts martiaux. Dragon Ball a connu sa popularité avec les arcs du tournoi. Mais pourquoi Dragon Ball nous a autant influencé? Parce qu'il y a tout ça. Parce que tout le monde s'y reconnaît. C'est un message vraiment universel. C'est même un des mangas qui, selon moi, n'est pas vraiment à 100% empreint de l'histoire du Japon, mais qui parle à des gens à travers le monde par rapport au fait c'est des valeurs extrêmement humanistes qu'il transmet. Les personnages sont inspirants, que ce soit Vegeta, quand on veut se construire, c'est un peu la rédemption, mais Piccolo, surtout la rédemption pour lui. Goku, il a un air candide, certes, mais il gagne en sagesse progressivement, et c'est la bonté, tout simplement. Ça a marché parce que c'est de l'action, c'est de l'humain. C'est ça, pour moi, qui fait le succès de Dragon Ball. C'est l'entrée dans les mangas de pas mal de gens, dans moi, qui est commencé avec Dragon Ball. J'ai pleuré 2 jours. Je pleure jamais quand une célébrité décède, parce que je la connais pas personnellement, mais pour son œuvre. C'est en regardant des OST, en revoyant des extraits, et surtout, moi je suis un fan de Dragon Ball GT parce que j'ai tout regardé. Pour moi, GT, je le disais, ouais, c'est un peu un retour aux sources. Commence très mal. Grand monologue et il est fan de GT. Putain de merde. Alors, dans GT, le générique. Le générique, c'est ça. Quand le Dandan est repassé sur ma For You page TikTok, ah bah là, ça a ouvert les vannes. Genre parce qu'il y a la scène de fin de GT où ils font toute l'histoire de Goku depuis qu'il est enfant jusqu'à son accomplissement total à la fin. C'est le père de tous les mangas. Tous les mangas, ils se sont inspirés de lui. Et voilà, Naruto, c'est Sangoku, le kanji. Sasuke, c'est le mec dark, c'est un peu Vegeta. Chandor, Ouais. toi tu m'as fait un petit top 5 sympathique, j'aimerais que tu le repartages un petit peu avec nous. Je pense que j'ai mis Hunter x Hunter forcément en premier. Il me semble que j'avais mis SNK, Samurai Champloo, Naruto et le 5e Death Note. C'est exceptionnel. Death Note et SNK, typiquement, il y a un truc, j'ai une théorie là-dessus, c'est que quand t'es avec une meuf qui te regarde avec un léger regard de mépris en se disant putain mon mec a 30 balais et il regarde des dessins animés, je pense que c'est celui qui peut convertir les profanes. Surtout Death Note. Death Note, ouais. et derrière tu lui mets SNK et c'est sûr que tu l'as. Toi, Kim, c'est quoi ton petit top 5? Hunter x Hunter, moi, c'est mon préféré. Après, je vais mettre par catégorie, genre Hajime no Ippo. C'est Ah, je sais que c'est exceptionnel. Hajime no Ippo. Incroyable. Putain. Plus beau manga de sport. Même s'il y a des nouveaux mangas là, genre Blue Lock, si tu aimes le foot, c'est incroyable. GTO, c'est exceptionnel. Allez, One Piece, je suis obligé de le mettre. Même si j'aime pas trop l'animé, manga papier, c'est incroyable. On va mettre Lady Boy contre Yakuza. Non, je rigole. Incroyable. Et on va en parler de Lady Boy contre Yakuza. Exceptionnel. Je l'ai lu. Ah, tu l'as lu? Ah, Mon libraire, il est venu, m'a fait tiens. J'ai fait ok, d'accord. J'ai fini, j'ai fait merci. On doit montrer ça aux enfants maternels. Non, en gros, c'est l'histoire d'un jeune Yakuza qui est convoqué par le grand boss des Yakuza. Il pense qu'il va avoir une promotion. Mais en fait, il est là parce que il a... Oh non, c'est Sans pitié, sans pitié. sans pitié. Il est là parce qu'il a ken la femme du grand patron et surtout sa fille. Il veut pas le tuer simplement parce que ça va être trop simple de le tuer. Le grand boss des Yakuza, il a imaginé un plan machiavélique. Il a décidé de le transformer en nana. Du coup, Lady Boy, il a racheté une île où il a libéré tous les plus grands détraqués sexuels du Japon et il a lâché dans cette île-là cette meuf. Et celui qui viole le Yakuza qui est maintenant un Lady Boy se retrouve libéré. C'est très fort, très drôle, très profond. Et c'est étonnant comment les Japonais arrivent à... Quand tu les connais, ils sont plutôt, tu vois, timides, ils sont plutôt avares de sentiments, il y a une espèce de code de l'honneur un peu. Comment
ils arrivent à exprimer leur névrose à travers les mangas. Les Occidentaux ont pas ça. Quand t'as un mec, un cinéaste, par exemple, raciste, il va faire un film contre le racisme. Alors que tu sais que, en fait, tu vois, pour se déculpabiliser, il va faire un film feel good, etc. Alors que tu sais que dans le fond, le mec, il y a une réflexion un peu teubée, un peu binaire. Eux, la frustration sexuelle, comment elle est exprimée dans les mangas, c'est dément, quoi. Ils sont libres. Par exemple, dans Hunter x Hunter, tu te rends compte que Hisoka, c'est un dernier pédophile, en fait. Et pourtant, t'as de l'empathie pour ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec, dès qu'il voit un gosse avec du charisme, il a le barreau, techniquement, tu vois. Je veux dire, jamais dans une œuvre, tu vois, latine ou occidentale, tu vois des trucs comme ça, quoi. Des fois, ça nique un peu l'œuvre. Mais des fois, quand c'est implanté dans l'œuvre et que justement, on arrive à faire ce que tu dis avec Hisoka ou avec le sans-visage dans Chihiro, tu vois, c'est des persos où tu vois qu'ils sont pleins de vices, qui sont inacceptables, et pourtant, tu crées une forme d'empathie. Et je trouve que c'est très, très fort. En tant que spectateur, quand tu regardes ça, ça te touche. Toi, tu peux nous parler de ton petit top 5? Justement, il y en a un qui va totalement rentrer dans ce qu'on est en train de dire. Dans mes numéros 1, il y a forcément Bleach, le mal-aimé du Big Three, mais je kiffe tellement Bleach, ne serait-ce que par l'écriture des antagonistes, le système de pouvoir, tout cela qui est hyper bien fait et bien pensé à mon sens. J'y mettrai donc Berserk, parce que Berserk, monument. Voilà, le père de Berserk, mais aussi le père de pas mal de mangas, c'est Devilman. Devilman fait partie de ce qui m'a le plus touché, parce que c'est la représentation de l'humain, comme tu le dis. Et Gonagai, pour l'anecdote, dans le Jump, il mettait tellement de fanservice, mais tellement de trucs aussi très sanglants, soit l'école impudique, ou par exemple, les professeurs, figures d'autorité au Japon, bah, c'est des gros pervers qui veulent juste s'amuser avec les élèves, des trucs comme ça, ou même Devilman. Il s'est beaucoup inspiré de la littérature occidentale avec tout ce qu'il y a au niveau de Dante, son enfer de Dante, Gustave Doré, tout ça. Et il s'est dit, je vais représenter l'humain, en fait, tout simplement. Le personnage principal, de ceux qui ont vu Devilman ici. Moi, je vais Crybaby. Oui, Crybaby, c'est une réadaptation moderne avec des problématiques modernes. Lire Devilman, le manga non censuré, on sait d'où Berserk est inspiré. C'est le même bestiaire. La scène où Akira devient du coup un démon, et en fait, c'est une belle métaphore pour l'être humain quand il se laisse vraiment être qui il est avec ses pulsions et sa puberté. Bah, ça se passe pendant un sabbat. Je me permets quelques termes, mais il y a une orgie avec de la drogue, de l'alcool, du sang. Rien n'est censuré. Et c'est là où il se fait posséder par le Amon et qui devient Devilman. Devilman, pour moi, rentre dedans, pour ça qu'il est dans mon top 5. La représentation totale du tout, des vices, des pulsions, et surtout une revalorisation de ces choses-là. Évidemment, il y a Dragon Ball, porte d'entrée, c'est très dur. Mais... Parce qu'en fait, il y a plein de mangas qui ont apporté des choses dans le manga actuel. Quand tu regardes comment il est écrit, tu vois, comment les personnages ils sont développés, c'est des personnages qu'on a déjà vus dans les mangas précédents, et limite on reconnaît, par exemple, Itadori, c'est Ichigo, tu vas prendre Megumi, c'est Sasuke, c'est les mêmes profils de personnages. On dirait on les replonge dans d'autres histoires, mais ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent quand même à nous mettre dedans. Mais ils arrivent à toujours recréer cette chose qui fait qu'on a un nouveau regard sur le même problème, qui est la plupart du temps l'apocalypse, destruction de l'humanité, comment on va pouvoir faire. Il y a toujours une catastrophe atomique qui prend une forme, par exemple SNK, grand terrassement, Kira, tout ça, enfin voilà. C'est toujours comment on va réussir à battre ces catastrophes et revaloriser l'humain face à cette chose. Jujutsu Kaisen, les fléaux, Bleach, les holos. Et ce traitement original qu'on retrouve dans ces mangas, je pense que c'est ce qui fait qu'on ne se lasse jamais. Certes, c'est toujours le même propos, mais Gojo, oui, quand on l'a vu, on dit ah, c'est un Kakashi, c'est l'équipe 7, le retour. Yuji, Megumi et Nobara, c'est vraiment Sasuke, Sakura et Naruto. Et pourtant, c'est clairement pas les mêmes. Juste pour revenir sur ce que tu étais en train de dire, Bleach, ça me surprend un petit peu que tu le mettes dans ton top 5 parce que tu parlais du côté non manichéen dans les mangas et dans le bon, le mauvais, etc. Ce que je trouve chambé, on pense tout de suite à SNK. Bleach, non seulement j'y vois pas ça, mais en plus, je trouve que, surtout de par le personnage principal, je vais dire c'est un peu plat dans le sens où il a pas forcément de rêve, Ichigo, tu vois, il a pas un objectif, il a pas de but, il y a rien qui me transcende à part l'animation qui est folle, les musiques qui sont incroyables. Je pourrais jamais le mettre dans mon top 5. Je respecte totalement cet avis parce que c'est l'avis que l'on a en règle générale quand on voit Bleach. On se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, notamment Ichigo. Au-delà du fait que Kubo aime bien représenter la culture humaine, les espadas, Espagne. Après, on a l'arc avec les Allemands. Le protagoniste Ichigo, je trouve que c'est le protagoniste le plus humain que l'on peut trouver. Son power-up, c'est juste pouvoir faire la synthèse de tout ce qu'il a vécu comme expérience et reconstruire une identité forte à travers cela. Et il revient au combat encore plus fort. Tout ce qu'il veut finalement, c'est juste, laissez-moi tranquille avec mes potes en fait. On lui apprend des choses pour le briser mentalement, comme Yuji, on essaie de le briser mentalement en permanence. Il revient dans son monde, il reparle avec celui qui est locataire dans son esprit, Zangetsu, White, tout ça, et il arrive à redevenir plus fort parce qu'il se dit, ok, je m'accepte en tant que Amatio. Ok, je m'accepte en tant que Shinigami. Ok, je m'accepte. Et ce qui pour moi rend Ichigo si intéressant, mais dans Bleach, le plus intéressant, c'est ces antagonistes qui sont non manichéens. Par exemple, Aizen, d'une certaine façon, c'est le gentil de l'histoire. Son projet, les moyens sont horribles.
spirituel. Mais il veut juste porter la civilisation et les Shinigami à un stade au-dessus. C'est Nietzsche, le gai savoir. Il y a même un tome qui s'appelle Dieu est mort. Et en fait, il dit, vous respectez un dieu qui est une coquille vide et vous n'arrivez même pas vous-même à vous ériger et à avoir confiance en vous-même. Et c'est pour ça qu'il trahit son armée, parce qu'il dit, ils m'ont fait confiance d'eux-mêmes. Ils ont besoin de croire en quelqu'un. Mais croyez en vous avant de croire en quelqu'un. Je les ai pas trahis. C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Et c'est le discours qu'il dit à Urahara quand il le voit. Il lui dit, tu es si intelligent, si fort. Pourquoi tu te soumets au Pourquoi roi? tu te soumets au roi? Et Urahara lui sort ce discours très défaitiste. Bah, les choses sont comme ça, en fait. Non. Aizen, il a cet aspect de sauveur de la civilisation. On voit aujourd'hui cette évolution scénaristique de manière globale dans le cinéma et je vais vous parler à vous deux pour le coup. Aujourd'hui, est-ce que vous, quand vous êtes dans cette phase d'écriture, le manga vous inspire? C'est ma première question. Et la deuxième, comment de manière globale, le manga peut pouvoir aider par ses aspects non manichéens, par tout ça, à élever un peu l'écriture des scénarios qu'on voit aujourd'hui? Moi, j'ai toujours eu ce fantasme-là d'essayer de traduire les mangas, justement, ou les personnages de manga cinématographiquement, ou du moins à l'écriture. Je pense que ça demande du temps. Je pense que la série permet ça. La dernière fois, je t'avais dit justement que je pensais que Casa del Papel, en fait, c'était pompé de Death Note. Que le personnage de professeur, c'était elle. Et qu'en fait, ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas à adapter des mangas parce que c'est toujours pourri, ils lissent absolument tout et du coup, ça n'a plus aucun intérêt de montrer ça à l'image. Et donc, ils ont compris qu'ils prennent la philosophie ou ils prennent des arcs de ça pour les adapter et en faire une autre œuvre. Moi, écoute, je pense pas vraiment au manga. Ou alors, peut-être que je suis imprégné de ça quand j'écris. Ça m'a prouvé que les caractères des personnages sont super importants. Ils peuvent pas être en 2 dimensions, quoi. Et ça t'aide justement quand tu joues, si c'est pas dans l'écriture, mais plutôt quand tu dois t'adapter à un personnage? Si je dois jouer un vrai naïf, par exemple, si je dois jouer un mec con, ce qui est compliqué quand tu ne l'es pas forcément. Pour un con, c'est toujours plus facile de jouer un con. Et c'est vrai que quand tu vois un mec comme Brad Pitt en Burn After Reading qui arrive à jouer le con à la perfection, je pense que si tu te réfères, par exemple, à des personnages de manga qui sont d'une candeur absolue au début, ça peut aider, si tu veux. C'est-à-dire à faire abstraction du cerveau, mettre le cerveau de côté, la pensée de côté, tu vois, et juste y aller. Est-ce qu'il y a déjà un personnage que tu as joué sur lequel tu t'es inspiré d'un manga, par exemple? Non, parce qu'en France, les films te le permettent pas forcément. La composition ici est un gros mot. C'est-à-dire, tu regardes aux États-Unis, les anglo-saxons, etc., les mecs jouent jamais le même rôle. C'est pour ça qu'en France, t'as des acteurs qui, pendant 20 ans, peuvent jouer le même rôle et ça dérange absolument personne. Tu vois ce que je veux dire? Juste, tu leur changes de costume et tu dis, ah, c'est devenu flic maintenant, mais ils jouent le même truc. Les 3/4 des trucs que j'ai fait, c'était des films d'auteur, donc qui prennent une nature. Tu sais, c'est un truc post-nouvelle vagueux où tout d'un coup, ils disent, ah, j'aime bien ta nature, bah, tu vas jouer toi, Chandor, dans ce film et juste tu vas porter un autre prénom et tu vas jouer une situation qui n'est pas la tienne ou qui se rapproche de la tienne. Donc, tu te réfères qu'à toi-même. J'ai pas eu encore accès, si ce n'est dans le film sur NTM, où tout d'un coup, tu dois te coller, mais à une image que tu connais déjà. C'est-à-dire que tu as déjà vu, que tu as déjà entendu, etc. Donc non, mais ça me botterait bien, quoi. Et puis j'ai jamais pensé à ça, c'est marrant. Des fois, le cinéma français essaie de mettre des acteurs dans des cases dans lesquelles ils sont déjà à l'aise. Par exemple, moi, mes élèves, j'aurais dit une fois, c'était la période où il y avait La Flamme, Flambeau, tout ça, et j'aurais fait, je suis désolé, pour moi, Jonathan Cohen, il joue Jonathan Cohen, par exemple. Je leur donne toujours cet exemple. Je dis, le jour où il va vraiment me bluffer, c'est le jour où il va jouer quelqu'un qui est vraiment aux antipodes de ce qu'il est. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se fait en France au niveau de l'acting. Est-ce que toi, tu es d'accord par rapport à ça, ou est-ce que tu vois des réalisateurs qui aiment bien faire des prises de risque et prendre quelqu'un et faire, allez, tu vas jouer quelqu'un qui est totalement aux antipodes? Mais ça aussi, ça découle de la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'on prend des natures. Ils ont peur de la composition, ils ont l'impression que ce n'est pas réaliste. En fait, on est dans une forme de néo-réalisme aujourd'hui. Dès que tu commences à partir dans le fantasque, dans la fantaisie, etc., c'est pour ça qu'on n'est pas très très doué en fantastique, en film fantastique, etc. On commence maintenant avec les plateformes à essayer de toucher ces choses-là, tu vois, tout ce qui concerne l'action, etc. Mais à l'époque, on mettait ça sur le dos du manque de moyens. Ce qui est une aberration, parce que tu as des films où il y a de la composition qui coûte pas un rond. Donc je sais pas, je pense que c'est très culturel en fait, cette histoire. Le fait de jouer toujours le même rôle. La prépa est un gros mot aussi. La répétition est un gros mot, parce qu'il faut garder une spontanéité ici. D'après eux, la spontanéité, c'est surtout ne bossons pas en amont. Ne cherchons pas un personnage. Ne cherchons pas à complexifier un personnage. Si tu fais pas le travail toi tout seul en amont, tu joues toujours la même chose. Un des avis qui m'intéresse beaucoup, c'est Hakim, pour t'avoir vu travailler. Je t'ai vu sur les Secpa, par exemple, que ce soit le tournage du 1 ou du 2. La manière dont tu vas choisir un personnage, comment il est dans la vie, ça va matcher sur le film, par exemple. Bien sûr, mais nous, c'est plus compliqué que ça, parce que c'est une série qui existait déjà. C'est des personnages qui sont déjà ancrés, et nous, on avait commencé sur YouTube. À Paris Chem, il y avait que des acteurs débutants, quoi. Bien sûr que pour qu'ils aient l'air naturel, pour qu'ils puissent jouer, faut qu'ils mettent beaucoup d'eux-mêmes dans le personnage. Ce pseudo-personnage qu'on a créé, il leur ressemble vachement, donc c'est pour ça que je leur demandais ça. Mais après, il y a des rôles, par exemple, Yacine Bellous, rien à voir, il joue un raciste. On s'est inspiré de Jean Messia, il y a un petit peu de Zemmour dedans, et il est fabuleux dedans, tu vois. Incroyable. En fait, tout dépend des rôles que tu as et le travail que tu vas faire justement avec ton comédien. Je comprends ce qu'il dit,
méchant d'or. Après, il y a un vrai manque de moyens. Quand on te dit un manque de moyens, c'est que les prods sont frileuses de faire ça avec des Français. Pourquoi? Parce que tu as des films au cinéma, tu es face aux Américains, il y a des cinémas où ton film ne sera pas distribué parce qu'il y a des gros films de science-fiction, des gros films d'action américains, très compliqués. Et maintenant, il y a les plateformes, il y a plein de films français, que ce soit d'action ou fantastique, qui ont vu le jour et tant mieux pour nous. Maintenant, mais c'est tout nouveau, tu as des distributeurs qui sont très demandeurs de films de genre, films d'horreur, tu vois. Et le truc, c'est que dans la manière de travailler, maintenant, ils sont moins frileux, ils prennent un peu plus de risques. Après, pour en revenir à ce qu'on disait de développement de personnages que le manga a apporté, tu vois, en termes de structure, tu vas lire Truby, tu vas apprendre la structure d'un scénario. Chacun des mangas a une structure parfaite. En termes de développement de personnages, le manga n'est pas du tout manichéen. Tu parlais tout à l'heure de Bleach. Le but d'Ichigo, c'est quoi? Il ne sait pas qui il est, le mec. C'est Spider-Man. Je suis Spider-Man, fils de... Au lieu que ce soit l'araignée, il découvre qu'il est Shinigami. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il se retrouve à faire le super-héros d'aventure en aventure. Il y a une quête de soi. Le personnage d'Aizen, moi, j'arrive pas à trop avoir d'empathie. C'était vraiment, tu voulais qu'Ichigo l'allume. Par contre, quand on regardait Hunter x Hunter, Meruem, incroyable. Et c'est là où le développement de l'antagoniste, qu'on comprenne justement son combat, tu vois, et qu'on ait de l'empathie envers lui. Dans les mangas, c'est hallucinant comme c'est bien fait. Même certains films américains, tu regardes Avenger, Thanos, quand il explique son combat, en fait, il veut sauver l'univers. Quand c'est bien amené comme ça te donne tout le temps des super films. Je pense que ça aide aujourd'hui aux films qui sortent, justement, le manga et tout, parce que c'est de plus en plus mainstream. Moi, ça m'a aidé, moi. En gros, quand j'ai appris la structure scénaristique avec un script doctor, il mettait des mots sur des choses que j'avais déjà vues dans le manga. Il me disait, en gros, de travailler le background du personnage. Naruto et Sasuke, en fait, ils ont exactement la même peine. C'est deux gars seuls. En fait, en termes de structure, c'est très bien que les antagonistes aient le même but, avec le même background, et qui décident justement à répondre à leur mal-être. Un parle bien, un parle mal. Et c'est souvent comme ça que ça donne, tu vois, des œuvres de fou, quoi. Tous les mangas en structure, c'est quasiment les mêmes. Tu regardes Sangoku, Luffy, Naruto. En trait de caractère, c'est des mecs naïfs qui abandonnent jamais leurs amis. Ils ont un sens de la famille fou, hyper gentil, limite candide. C'est à chaque fois le même type de personnage, quoi. Et c'est ce manque de manichéisme que le manga amène qui te permet de comprendre mieux l'humanité, en fait. Pouvoir te positionner à un endroit d'un point de vue ou d'un autre. Tu sais, il y a une phrase qui dit, il n'y a pas de connard sphérique, il n'y a pas de connard sous tout angle. Selon où tu poses ta caméra, ce que tu racontes, et ben tout d'un coup, tu es d'accord avec le monstre établi, soi-disant. Et ça, le manga, c'est génial, ne serait-ce que pour le scénario, maintenant que tu le dis. Mais même sur tous les personnages, là, tu vois, on t'a cité genre Naruto, Sangoku et tout, regarde Vegeta. Le méchant qui est devenu gentil, c'est la même trajectoire que Killua. Il vient d'une famille, le petit tue, ça devient le meilleur ami de Gon. Le manichéisme, justement, dans le manga, au bout d'un moment, il y a Gon, il se fait arnaquer par un gars, et il dit au gars, genre, mais explique-moi le truc. Et t'as Killua, il dit, genre, en gros, faut le tuer, il veut nous arnaquer. Il dit, mais non, je voulais comprendre pourquoi il a fait ça et tout. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant, il y a des gens qui font des choses pour s'en sortir. Et moi, je trouvais ça, c'est incroyable. Limite, il faut aimer les mafieux dedans. Genre, les mafieux sont des victimes. Mais le gang des araignées, c'est une dinguerie. Les mecs, c'est les pires des bâtards, des bains de sang, ils font des génocides. Je les adore. Et quand tu comprends d'où ils viennent, c'est exceptionnel. Quand tu te mets totalement à leur place, tu fais ouais, mais c'est sa conception du bien. Ça permet d'arrêter avec cette conception du bien universel dans les mangas. Tu dis, en fait, le bien est une construction humaine que chaque individu construit avec son vécu. Et ce que tu as dit, c'est hyper intéressant. Naruto et Sasuke ont le même vécu. Et pourtant, la conception du bien a changé. Et c'est à travers le dialogue qu'on arrive vraiment à se rendre compte que, ouais, maintenant, il faut essayer de voir laquelle construction du bien va le plus tenir et porter la chose la plus importante, c'est à savoir le respect de la vie. Meruem, quand il vient avec tout son prisme, genre, il n'est pas humain. Et il arrive au bout d'un moment, tu vois, dans le royaume, et il tombe sur le roi. Et il demande, genre, qui est le roi? Et il voit le gars, petit gros, avec des lunettes. Il dit, non, c'est pas possible qu'un être pareil soit le roi. Un être aussi faible, aussi stupide. Aussi. Et il a la confirmation que ce gars-là est le roi. Il dit, mais comment les humains peuvent mettre en place un roi aussi débile? Limite, c'est des bêtes sauvages, des humains. C'est ça qui est génial. Il s'est créé son propre système de valeurs. C'est-à-dire qu'il est né, et c'est trop bien de l'avoir vu grandir. C'est un enfant. Il se dit, bon, bah, je suis dans un monde, mais je vais me créer mon système qui, moi, me paraît le plus convaincant vis-à-vis de moi-même et qui me permettra d'évoluer de la meilleure façon, parce que c'est une évolution constante, Meruem, et c'est ça qui est génial. On le suit de A à Z. Et effectivement, quand il voit ça, il se dit, c'est quoi ce système de valeurs qui existe déjà et qui résiste pas à ma critique? Non, lui, en fait, son système de valeurs, c'est vraiment la nature, genre. La loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Il voit un gars hyper faible, il voit pas sa force. Et c'est là où il pète les plombs. Et justement, quand il joue... c'est pour ça que ce personnage est incroyable. Le personnage de Mogi, il est incroyable dans le développement de Meruem. Il voit une faible personne, il comprend qu'elle le bat dans un seul des domaines. Il ramène tous les humains, justement, pour se tester. Tu prends un champion du monde des échecs, il allume en 2 heures. Avec Komugi, là, il y a toute son humanité qui ressort. Il se dit, putain, je me suis trompé. Il découvre l'amour, en fait. Parce que dans son combat avec Netero, tu dis qu'il comprend la nature. Il y a un élément qu'il n'a pas compris, c'est la nature humaine. Combien même il comprend le fonctionnement de la nature animale, parce que c'est une fourmi chimère, tout ça et tout, il apprend à découvrir, en fait, l'homme. Et qu'est-ce qui fait de l'homme? Le pinacle de son apprentissage, c'est le mal qu'il y a dans l'homme. Voilà, il se dit, ça, oui, mais c'est ça que j'avais pas capté. Mais il a compris, Netero, à quel point l'homme, il peut être mauvais. Rien de
clé dans Hunter x Hunter. Pour moi, il y a deux œuvres qui vont parler de la même chose, de la compréhension de l'homme d'un point de vue extérieur, et que j'aime beaucoup. Il y a Parasite, qui va taper un autre angle, mais pareil. Parasite, t'as ce côté-là où justement, t'as Miggy, qui est une espèce d'alien. Donc en fait, dans ce monde-là, les aliens, ils sont très intelligents, mais ils ont pas d'émotion. Donc comment il va réussir à se développer parce qu'il est en symbiose avec un humain, il peut plus s'en détacher, et lui, son seul but, c'est la survie, donc il va devoir survivre et lui et l'humain, dans un monde où ses congénères doivent buter les humains. Et il y a tout le développement du personnage de Miggy et du personnage de l'humain qui commence à perdre en sentiments et en émotions, et le personnage de Miggy commence à en avoir des émotions, et la manière dont c'est emmené, je la trouve charmée, et la fin de Parasite, c'est pour ça que ça fait partie des fins de manga que j'ai vraiment kiffé de ouf. En fait, c'est comme Merwan, c'est une fourmi chimère, genre c'est une bête sauvage. Il peut critiquer l'humain avec un œil extérieur et totalement objectif. Tout à fait. C'est exactement la même chose avec Miggy. C'est comme aujourd'hui le problème qui se pose, tu vois, avec les intelligences artificielles. Pourquoi c'est très compliqué, genre c'est très dangereux de donner un ordre justement d'ordre politique à une intelligence artificielle, c'est que elle va voir le bien de l'humanité en général. Elle peut faire Thanos. Trop de population sur Terre, bon allez, on vire la moitié de l'humanité, tu vois, pour que les autres puissent exister. Le tu vois. principe de pas avoir d'émotion. C'est exactement ça. Quand tu pars de ce prisme-là, c'est vachement intéressant d'avoir un point de vue objectif de l'être humain. Quand tu regardes dans SNK, c'est des humains avec des humains. Tu n'es pas aussi objectif que ça. Le fait de découvrir deux souffrances différentes, au début, tu es totalement avec les Indiens, et après, tu es avec les Marks. C'est tellement vieux que tu sais pas qui a commencé. Il y a le personnage de Gabi qui était totalement détesté, et on se rend compte après que Gabi, c'est juste la RN des Marks. En fait, elle a le même vécu. Enfin, si on se prend de son point de vue, elle veut juste défendre sa nation plus que tout. Lorsque tu te mets à la place de tes personnages et que tu leur donnes vraiment un background où ils ont un combat légitime, même si tu leur permets les pires dingueries en tant qu'antagonistes, ça passe. En fait, la bascule quand ils sont à Mar et qu'ils arrivent, les Eldiens, tu vois. Et où Eren, il écrase les gosses. Où ils tuent tout le monde sans pitié, tu te dis, eh ouais, c'est vrai, c'est normal. Il y a C'est fou, cette phrase que dit Eren qui est très puissante, qui est oui, mais les gens qui sont en terrasse, ils étaient au courant, ils ont rien fait, ils ont bu leur café. On pourrait même dire qu'ils sont coupables par crime de non-assistance à personne en danger, pour que vous puissiez vous rendre compte que de notre point de vue, on a vraiment souffert. Tout à l'heure, tu parlais de Casa de Papel. Je vois grave le lien entre El Professeur et elle. Je trouve que ce fonctionnement-là est beaucoup plus intéressant qu'un live action où on doit essayer d'adapter forcément à tout prix une histoire avec des codes qu'on n'accepte pas. Le seul live action qui a été assez bien fait sur ça, c'est One Piece, mais parce qu'il prend une direction relativement différente sur beaucoup d'aspects. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui semble bien parce que ça va adapter les gens qui n'ont pas regardé de manga au manga, ou est-ce que pour vous, ça représente pas bien l'œuvre? Je vois pas où est ce mur qui empêche de faire en sorte que les live action soient bien. C'est souvent pourri. Quand tu lis un manga, c'est un storyboard de cinéma. Ils ont juste à poser une caméra, à faire un planning et à y aller, tu vois, à trouver leur casting et basta. Mais pareil, en fait, si tu veux, c'est quand tu commences à mettre des visages d'acteurs là-dessus, t'as déjà perdu. Parce que t'es tellement attaché à l'histoire du manga, t'es tellement attaché à ces gars avec qui t'as grandi aussi. Moi, j'arrivais pas à finir un manga et à en commencer un autre en parallèle à une époque. Maintenant, j'y arrive. Il y avait un truc où j'étais tellement attaché à cette histoire que je préférais la recommencer plutôt que d'en commencer un autre. J'allais pas y croire à l'autre histoire, tu vois. J'avais un truc vraiment monomaniaque sur les mangas. Quand tout d'un coup, tu mets un visage dessus, déjà, t'as niqué une part de fantasme. Comme tu es déjà attaché à des personnages, de voir des personnes jouer ces personnages, genre limite, c'est ton œuvre à toi. Quand tu vois Ben Beckman, frère, il t'a mis Gérard Depardieu, forcément, t'as des déçus. Pour les personnes qui connaissent pas l'œuvre, c'est super. Les gens qui ont regardé One Piece, ils ont trouvé ça super. Quand tu connais le manga, c'est très compliqué. C'est comme nous, les Marseillais, par exemple, quand tu as un film qui se passe sur Marseille, t'as pas l'accent marseillais, les gens critiquent. Quand tu connais une chose très bien, c'est comme si c'était ton œuvre. Tu te sens un peu trahi. Mais le reste de la France, qui connaissent pas Marseille, ils sont à chaque fois kiffés les films qui se passent à Marseille ou pour le manga, les live action, quoi. Ouais. Les mêmes critiques pour le passage manga animé. Il y a des gens qui disent ah non mais c'est pas fidèle, lis le manga, c'est mieux en manga. Bon après il y a des mauvaises adaptations, on parle pas de Berserk mais on parle de Berserk, c'est le même système de pensée. Le but de l'animé c'est quoi à la base? Si ce n'est pour populariser l'œuvre auprès de personnes qui lisent pas forcément les mangas. Le pourquoi du live action se comprend totalement. Je pense même pas que ça joue sur est-ce que l'œuvre est réaliste ou adaptable parce que live action Death Note quoi. L'œuvre est réaliste les gars mais pourtant on n'y arrive pas. Ils ont fait un spin-off, c'est horrible. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc incroyable de ça. Ils ont fait un live action qui est vraiment bien, réadapté plan par plan ce qui se passe dans le manga. Et après, il y a le truc où ça fait cosplay. Et ce qui est compliqué aussi, tu parlais de manga papier, justement, même en animé. One Piece, c'est vachement censuré en animé. One Piece, j'ai commencé du coup avec le manga rapidement. Je me suis mis à l'animé. Effectivement, le truc qui me dérangeait, mais on en parlait déjà aussi, c'était le changement de style très abrupt entre chaque arc qui te posait problème et qui, moi, des fois, me perturbait. Et des fois, je me disais, mais cet arc, ils vont pas réussir à m'embarquer. Parce qu'il y a un changement de DA, tout ça, effectivement. Et il y a d'autres qui sont super fan. Par exemple, l'arc Wano et Onigashima. Wano, j'étais très fan. Onigashima, même si c'est je suis un peu moins fan. À cause du cartoon? À cause du mode Super Saiyan de tout le monde, en fait. Ils ont du ki, c'est horrible. Je voulais juste revenir sur un truc que tu avais dit que je trouvais très intéressant au niveau de ça fait cosplay et tout. Pour moi, il y a un live action que j'adore, c'est GTO. Il fait pas cosplay et tout. C'est un prof. Il rend super bien. Mais live action, en règle générale, oui, c'est Death Note, ils l'ont raté. Mais au moins, ils ont essayé, tu vois, de se réapproprier le truc. Je pense que c'est la meilleure approche qu'on puisse avoir justement pour faire du live action. Utiliser un univers, tu vois, se réapproprier les
choses avec d'autres personnages. Au moins, tu casses ce truc-là avec les fans. D'attendre un truc que t'appartient. Exactement, qui t'appartient. Et justement, tu es totalement libre à développer tous tes personnages, à te créer ta propre histoire dans le même univers, le même monde. C'est cette approche-là qu'il faudrait faire pour le live action. Sur Parasite, là, le dernier qui est sorti, ils ont fait un spin-off, tu vois, avec une autre histoire parallèle et tout. C'est ce qu'il faut faire. Dans le cinéma, de manière globale, même toi, si on parle un petit peu des Secpa, j'ai cramé un truc dans les Secpa 2. Walid, d'un moment, il a son espèce de pyjama dragon et il a 7 oranges dans la main. Ouais, c'était le de cristal. C'est chiant, mais. Les gens ne voient pas. Tu sais qu'on met plein de trucs comme ça. Il y a Anthony qui est une personne de petite taille. En fait, il est dans son rêve et rêve sa vie future avec une autre personne de petite taille. Et il se marie avec elle, il descend. On a mis un poster de Napoléon avec son visage et on l'a raccourci. Napoléon. Franchement, plein de trucs comme ça. Genre de ouf. Mais ça, c'est pour les personnes, tu vois, qui revoient le film ou quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est important et ça marche aussi dans les mangas. Moi, SNK, je te jure que quand tu remates SNK, tu ne remates même pas la même œuvre. Mais les mangas, ils s'inspirent de ouf. Tous les mangas de la pop culture. Dans Flamingo, c'est Michel Polnareff. Cobra, c'est Belmondo. Ener dans One Piece, c'est Eminem. Et ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vrai que tu revois jamais la même œuvre. Hunter, je me le suis tapé, je sais pas, une dizaine de fois. Vraiment. Et j'ai toujours l'impression que le destin peut encore changer. Non seulement je réapprends des trucs dont je me souvenais pas, ou alors que où j'étais passé à côté, je m'étais endormi ou quoi. Mais en plus, j'ai l'espoir que le destin change. Sur la dernière saison, ça parle de politique, l'élection, parce qu'un hétéro est mort, avec la guerre de famille. C'est vachement intéressant. Et moi, je suis pas fan de voix off. Même dans le cinéma. C'est ce qui m'a dérangé dans Hunter. Je trouve que c'est la facilité. Mais la voix off, elle est super. Pourquoi? Parce que c'est une voix off, pas qui présente le personnage ou quoi, qui parle énormément d'émotions. Et c'est charmé. C'est de l'exposition d'un personnage, mais ça tue. Et t'as des espèces de flashbacks. Pourquoi il est comme ça, ce personnage? Moi, ça m'a été un peu à cause de ça. J'ai j'adore. kiffé un petit peu et tout, mais au bout d'un moment, je basais parce que souvent, c'est au début qu'ils te remettaient les voix off. Gon est hors de lui. Il a truc d'un. Non, elle est pas comme ça déjà la voix. Super calme, au contraire. Je te fais la musique. Gon ne savait pas qu'à ce moment-là, Killua était en train. Non, mais c'est exactement c'est vrai. Et c'est pendant un combat, même. Pendant un combat. Et comme il dit, il parle d'émotion. C'est-à-dire qu'il est pas là en train de t'expliquer ce qui se passe à l'image. Il y a toujours un truc, tu passes à côté. Il est totalement dans le contrôle de son œuvre. Il te laisse aucune porte de sortie sur l'interprétation. C'est ça que tu dis. Le mec, il va avoir une émotion, une action qui prête à interprétation. Non. Voix off, il t'explique ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. C'est mon histoire, je la maîtrise de A à Z. Non, c'est une dinguerie. C'est ça aussi qui est marrant chez Watt, c'est que tu as décidé de prendre le parti pris de montrer la philosophie dans les mangas à tes élèves. D'ailleurs, tu fais pas que ça, t'as écrit un livre aussi, non? Alors effectivement, j'ai écrit un livre, sorte d'introduction à la philosophie, un manuel hybride à travers les mangas. Donc je commence par analyser un manga. Peu à peu, on commence à monter vers de la vraie philo jusqu'à faire un point philo. On va de la philo académique parce que mon projet, il est double. Autant démocratiser la lecture philosophique des mangas parce que c'est à travers les mangas que je suis entré dans la philo. Je me rappelle quand je regardais Naruto et que j'écoutais les personnages, mais je prenais vraiment le temps d'écouter. C'est hyper intéressant, son regard sur l'existence. Donc ça, c'est le premier projet. Et deuxième projet, arrêter de faire du manga quelque chose étant de la sous-culture et une pop culture qui ne mérite pas un regard intellectuel et philosophique dessus. Ouais. Parce que je pense que le manga, en plus d'être une parfaite illustration des thèses philosophiques, d'où le fait de le faire dans mes cours, est aussi le champ, ça c'est le sujet du coup de mes recherches en philosophie, d'une pensée unique que seuls les Japonais connaissent et qui justement leur a permis du coup de l'exprimer au monde entier, à savoir le monde après l'apocalypse. Parce qu'ils ont connu la Seconde Guerre mondiale. Il y a toujours cette question de la science nous amène à nous dépasser, mais en même temps, c'est elle qui va causer notre fin. La seule chose qui nous reste, c'est l'humain. Et cette représentation de l'humain, on le trouve partout dans les mangas. Guts, c'est pas pour rien qu'il a un bras en moins et un œil en moins. C'est l'être humain dans tout son côté vivant, mais aussi qui va bientôt mourir. Alors que Griffiths, c'est une idée, c'est un concept, c'est l'être divin, angélique et parfait. Mais du coup, pour revenir au cours, justement, c'est une parfaite illustration parce que les mangas illustrent parfaitement une philosophie extrêmement puissante, autant la philosophie occidentale que la philosophie, du coup, japonaise et très postmoderne qui a émergé, du coup, après l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Donc moi, mes élèves, j'avoue, et ça, je le dis, la plupart sont pas fans de manga. Mais je vois les... Les nouvelles générations, là, ils sont... Alors, on pourrait penser, mais non. Il y a que sur TikTok où on m'écrit la rêve du prof, je vais voir le prof, un truc comme ça. Mais en vrai, dans une classe, il y a un quart qui est fan de manga, en tout cas dans mes classes que j'ai eues. Le reste, j'adapte le cours par rapport à eux. Genre, j'utilise d'autres références. Les films, les Disney, les classiques, les films. Et tu peux faire ça, genre l'éducation nationale te donne la possibilité de, dans le programme. Alors, Gabriel Attal a commenté un de mes TikTok la semaine dernière. Et il a écrit « Super façon d'enseigner la philosophie ». Donc je pense que c'est bon, au niveau du gouvernement, j'ai été validé sur la façon d'enseigner. Mais oui, non, on a une liberté pédagogique. Le problème ne vient jamais des élèves. Ils sont preneurs pour comprendre d'une façon ou d'une autre. Moi, quand j'ai utilisé One Piece pour illustrer la justice avec Doflamingo, j'ai vu des élèves, ils étaient en mode « Je veux rester dans cette salle ». Bah ouais, c'est vachement plus intéressant. Par exemple, si les élèves passent le bac, t'as un sujet de philo et il te sort Itachi. Alors justement, je leur explique comment citer des mangas s'ils veulent les citer. C'est-à-dire, on ne cite pas un personnage, on cite l'auteur. Et surtout, on donne une substance intellectuelle. C'est-à-dire, on dit par exemple, dans le roman graphique d'Eiichiro Oda, vendu à plus de 500 000 exemplaires
exemplaire où justement il essaye de traiter de la question de la liberté à travers des personnages qui sont justement des hors-la-loi, à savoir des pirates, nous avons lors d'un événement, à savoir la guerre au sommet, la confrontation entre un gouvernement mondial et ces pirates qui prennent la liberté. C'était le sujet de l'an dernier. Vouloir la paix, c'est vouloir la justice. Et j'ai un élève qui l'a fait, 19 au bac philo. Il m'a envoyé, il m'a dit monsieur, j'ai cité Doflamingo, j'ai eu 19. Il faut se battre aussi pour montrer que il y a une substance actuelle très puissante dans les mangas. Effectivement, on peut tomber sur celui qui fait mais de quoi il me parle celui-là? Mais généralement, c'est quand ça lui donne du boulot. Du coup, comme il a vachement présenté le truc, c'est quand même de la sous-culture. Tu dois te justifier tes références et tout. Effectivement, c'est pour ça que je leur dis, il y a une sorte de pyramide de Maslow des références. D'abord, vous avez passé un bac français, les références littéraires. Après, les références cultes, ça veut dire le cinéma. Je dis, allez au cinéma. Il y a les périodes des prix qui viennent d'être décernés. Et donc, des trucs que vous pouvez citer au bac. Anatomie d'une chute pour la justice. Allez-y, vous avez le droit. Vous citez que juste Anatomie d'une chute de Justine Triet. Et voilà, c'est très bien. Tu as pensé quoi de ce film d'ailleurs? Et je l'ai complètement adoré parce que je trouve que c'est une représentation parfaite et totalement erronée de ce qu'est et ce que devrait pas être la justice. On a la pire représentation possible de la justice où on a un avocat qui est très en lien avec le personnage principal. On a justement le proc qui lui est vraiment dans un acharnement, qui veut pousser aux aveux, tout cela. Tu as pas aimé? Je m'attendais à un truc incroyable. Moi, je regarde souvent, tu vois, par curiosité, les films qui ont eu des récompenses. J'ai pas aimé, j'ai pas été touché. Après, ça joue super bien. L'ambiance du film, elle est oppressante. Si c'est l'effet recherché, bravo, mais je m'oppresse autrement dans la vie. Tu vois, le premier plan du film, tu suis un chien. Dernier plan du film, tu suis un chien. C'est un plan qui existe. Il a été pompé de A à Z d'un film russe. Elle l'a assumé, apparemment. Donc voilà, donc c'est même pas une ref, c'est carrément plan par plan. Après, quand c'est un plan et tout, tu vois, tu regardes Tarantino. Moi, j'adore Tarantino. C'est un gars qui copie les plans de vachement de films, il fait un méli-mélo, il met son ton, il a des dialogues exceptionnels, et regarde, il a son propre style maintenant. Ah oui, non mais totalement. Il y a tout qui a été fait en termes de plans. Ouais, mais c'est l'amener avec ton truc. Mais exactement, le truc que tu peux mettre, c'est ton ton, chaque scénariste, chaque humain a sa singularité. Et le fait d'amener ça, amener justement ton point de vue, c'est ça qui marche. Ce que j'ai pas aimé dans ce film, la musique, elle m'a oppressé déjà dès le début. Je crois que c'est une musique de Dr. Dre. Hein. Non, de 50, qui a MP. Je suis allé boire avec des potes après le film, j'ai eu un stress post-traumatique. J'étais pas bien, oh là, il la remettent là. Tu vois, il est en train de changer d'avis. Non mais sur la musique. C'est marrant que tu parlais de Tarantino. Ça m'a éclairé sur Kill Bill. Kill Bill, c'est un putain de manga. De ouf, bien sûr, c'est un manga 100%. Lui, il a réussi à transposer. Il y a carrément une partie manga dans Kill Bill. Mais même comment c'est filmé, la philosophie des personnages, Uma Thurman, c'est concrètement un personnage de manga. De ouf. Et donc c'est possible à faire. C'est pas adapté, c'est transféré. Je me rappelle une théorie que j'ai trouvée très intéressante d'un vidéaste ciné qui s'appelait In the Panda, qui avait dit dans une de ses vidéos, la meilleure adaptation de manga, c'est pas chercher à remettre un manga, c'est quand on a oublié le manga, mais on a juste des codes du manga qui reviennent. Et Kill Bill, c'est totalement ça. Parce qu'on est pris dans un récit qui a une teinte, et qui n'est pas avec les gros sabots, on vous donne votre manga que vous voulez. Pas cosplay, comme ils disent. Mais même le manga s'inspire de la pop culture, même des films. Quand tu regardes Chainsaw Man, c'est des plans de films très connus. C'est du plan par plan. Tu as des scènes, par exemple, Satoru Gojo, quand il tabasse dans le film Zero. C'est une scène plan par plan d'Ip Man. Et sur plein d'autres choses. Hein. Genre Jojo Bizarre Adventure, il s'inspirait les Jojo Pose. C'est des photos de mode à la base. Mais Fujimoto, justement, je trouve que c'est comme ça que je l'appelle, c'est le Tarantino du manga. Je suis 100% d'accord avec toi. Tellement de films, il les fait tellement ressortir avec sa substance. Je sais pas si vous avez lu Fire Punch. C'est une de mes œuvres préférées. C'est en 8 tomes. La phrase, une vie sans Scott Pilgrim ne vaut pas la peine d'être vécue. Moi, quand j'ai lu, j'ai fait excellent. C'est dans un monde, en fait, post-apocalyptique où, tu vois, t'as des gens qui ont développé des pouvoirs et genre laquelle le survivant. Pas dans le monde un peu Mad Max ou quoi. Du petit village, c'est organisé dans un de ces villages-là. Il y a un gars, il a son pouvoir, mais vraiment, c'est la famine et tout. Il a un pouvoir de guérison, mais absolu. Il coupe ses membres, le bras, il repousse, tu vois, super vite. Il nourrit son village, tu vois, à l'aide de ses membres. Tout se passe bien dans son village. Il y a une genre d'espèce d'autorité qui va punir toute dérive, tu vois, dans ce monde-là. C'est cette espèce d'armée-là qui arrive. Tu vois des enfants livrés des bras et des mains. Il dit, c'est quoi, c'est cannibale? T'as un gars qui a un pouvoir, genre, de feu. Amaterasu. Ouais, mais qui s'éteint jamais. Ça s'éteint pas tant que ça pas brûlé. Tu meurs pas, ça s'éteint pas. Qui commence à brûler tout le village. Et t'as ce petit-là qui a ce pouvoir de guérison qui passe, je crois, 8 ans à grandir, à brûler. Il y a une lutte entre le pouvoir du gars qui essaie de le brûler, mais lui, comme il se régénère plus vite que la brûlure, il brûle pendant 8 ans et il pense à se venger de sa petite sœur qui est morte. Il impose le fait de continuer de vivre parce que derrière parle de sa petite sœur, c'est vie. Et il se rend compte qu'il peut, c'est que pour ça, s'arrêter. Mais il a sa vengeance. Et ce qui est exceptionnel justement dans ce manga-là, c'est que quand t'as un but dans la vie, tu trouves la force de vivre, de faire quelque chose et tout. Et au bout d'un moment, dans le manga, il oublie un peu son but, perd ses pouvoirs, il se laisse limite mourir. C'est vrai. Et le personnage qui est incroyable dans Fire Punch, c'est la vidéaste. Togata. C'est charmant, mais il y a une espèce de B-story, tu vois, dedans, où t'as un genre de cinéaste qui veut filmer ce gars-là. Comme tu es dans un monde post-apocalyptique, le mec qui cherche du matos et tout, tu vois tout le montage. Elle est fan de cinéma, donc elle a que des références à Star Wars, à un truc et tout. Il y a plus de films avec la tête d'affiche. Du coup, elle veut le suivre, tu vois. Et Fire Punch, vraiment, je
la Ouais. frontière entre bien et mal N'existe n'existe pas. tellement pas que tu te poses tout le temps la question, est-ce que je suis un héros ou un méchant? Tu ne le sauras jamais. Non, mais en fait, Et- c'est tellement bien amené. Ouais. Le gars, son boulot, c'est de quoi? C'est qu'il y ait la paix sur Terre. Il voit des enfants livrer des bras et des jambes. Il se pose pas de questions. Il allume Oui. tout le monde. Il existe en animé ou pas? Non. Je le vois en animé, Ouais. mais je Ouais. pense que c'est tellement violent. Mais ouais. pareil, j'ai C'est peur trop du violent The pour moi. Fable là en animé. Moi, J'attends j'attends. bien The Ouais. Fable. Ah ouais? En vrai, il vaut mieux s'attendre comme toi à un truc Ouais. un peu en dessous, avoir une bonne surprise. Toi, je sais que t'as pas lu. Non, j'ai C'est pas lu. une C'est de la dinguerie. bombe. Ça, c'est facile à faire en live action. Exactement. On est C'est ce que je d'accord. me disais. Je me Tu disais, t'attaches pas au il faut personnage dès le l'adapter. début, Il c'est faut facile à l'adapter. filmer. Faire C'est un pas de Yakuza ninja. trop fort. Il est emmené sur sa mission la plus dure de sa carrière, c'est pendant 2 ans se mettre en pause. Parce qu'il a fait trop de hell avant, il est obligé de se mettre en pause. Ça Et empêche. d'avoir une vie normale, c'est juste le compliqué truc pour le lui. plus Ouais, c'est- galère pour lui. Ouais. Légèrement autiste, il y a les Ça trucs du quotidien tue qu'il sait sa pas faire. mère. Hein. Je vous propose déjà de faire un petit jeu. On va devoir trouver l'imposteur. On va avoir chacun une musique dans le casque. Il y a 3 des 4 personnes qui auront la même musique. Une personne qui aura une musique différente. On devra tous les 4 danser et être en rythme. Et on devra deviner à la fin des 30 secondes de musique qui est l'imposteur. 消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることをやり直してみたいから Toi, tu l'as, toi. Je pense que tu l'as. Moi, je peux passer au vote. Je peux passer au vote aussi directement. Moi, je pense On prend du doigt, celui Ouais. qui est l'imposteur. Ah ouais? Ah mais instantanément, frère. Pourquoi? Dragon Ball. On sait pas si on a le bon ou pas le bon. C'est ça Ouais. le truc. T'as envie de t'ambiancer, mais doucement s'il faut. Je pense qu'il a le bon. Ah, toi aussi. Tiens, il est le mimétisme. On passe au vote. Yes. J'avais ma shot. Ah ouais. C'est moi l'imposteur, je pense. Ouais, c'est toi. Ah ouais. Tapion, bah voilà. T'as les tapions. C'est lui. C'est lui, direct. Instant. Direct. J'avais Fire Force. Ah, ben nous, on l'a Tokyo fait. Ghoul. Ah putain merde. À partir de maintenant, on n'a pas le droit de rigoler et on n'a pas le droit de crier. On doit rester stoïque. Salut les amis, ça va? On va essayer un truc de mentaliste. Hakim, là tout de suite, si je te disais tu veux parler genre manga animé avec une personne. Pense à une personnalité maintenant. Pourquoi? Parce que impossible dans ta tête, tu te dis que je sortais Emmanuel Macron. Eh ben j'ai une prédiction juste là dans ce mouchoir. Regarde. Je l'ouvre. Suspense. Président, il y a un truc, on tient un truc. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Je l'ouvre, regarde bien. Attention. Là, je rigole, ça va. On est juste là. Emmanuel Macron, c'est déjà pas mal. D'habitude, les gens applaudissent à ce moment-là. Mais oui, là, mais. Hein, c'est du mentalisme. C'est quoi, regarde. Richie, pense maintenant, l'écriture va rechanger. Un manga, un animé. Tu peux me dire maintenant ce que t'as en tête? Bah je pense à Terraform Mars. C'est quoi Terraforma? Les humains ils arrivent sur Mars et en gros t'as des cafards qui sont humanoïdes. Non, non, c'est bon, vois. c'est pas ouf. Au pire, on va couper au montage et tu me dis Naruto parce que je connais mieux. Je veux qu'il dise Naruto parce que Terraforma, je connais pas. Je connais pas le truc avec des cafards et tout. Oh, je vais mourir. Il va. La vérité, il bouge, hein. La vérité. Ça y est, tu as niqué l'émission. Ouais, t'as niqué l'émission, gros, je peux plus bouger. C'est une belle idée de merde. Ouais, je génial. sais. Tu es un être de ténèbres. Les ajouter sur moi en plus. Mais ouais, il gravait sur moi. Je sais pas comment t'es resté stoïque comme ça, frère. C'est pas possible. T'inquiète, je suis un être de lumière parce que je suis une putain de rockstar. T'es une T'es rockstar? Putain de rockstar. T'es une putain de rockstar, mec. Ah, ça te fait ça, toi? Ah, ça me dégoûte. Qu'est-ce que tu C'est sale. Tu me parles de Toji après. Tu penses que t'es plus proche de Toji que moi? T'es très loin. Non. Non, le cafard, s'il faut, je le tue, mais je le touche pas. Si on doit parler de Jujutsu, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Gatsu, je pense que c'est même pas Jujutsu que je vais prendre comme exemple, c'est plutôt Chainsaw Man, où genre Denji, c'est comme Ichigo. C'est des mecs qui ont pas de but, c'est des mecs Bien qui ont sûr pas de qu'il a un tu but. vois, Connais j'ai le des but de bzèzes Denji. et Mais il a le ce mec, truc-là où il après il vit va être tellement la heureux. misère. Mais je te le jure, c'est très significatif de ce qui se passe en période de conflit. Quand tu vas demander, par exemple, dans une société, il y a de l'abondance, dans un pays comme la France ou quoi, les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a une vidéo Instagram, tu vois, Ouais. qui tourne comme ça. Ouais. Tous, ils disent, ouais, on veut de l'argent. Un petit dit, je veux une Lamborghini, je veux un château, ça. Et parallèlement, ils ont montré
rencontrer, tu vois, des enfants dans des zones de conflit. Ils disaient, ouais, moi, je veux jouer avec mon frère. Leur but, c'est des plaisirs simples. Je veux retrouver mon papa, ma maman. Je veux manger le pain de la boulangère. Denji, il a tellement vécu la misère que son plaisir absolu, c'est quoi? C'est avoir une bonne bouffe et une meuf à côté de lui, c'est tout. Justement, c'est ça ce que je trouve intéressant chez Denji. Il est faussement comme ça. Et il le dit à un moment, je trouve une scène qui est juste après le moment où il a envie de toucher, voilà. Il se convainc qu'il a besoin que de ça. Parce que c'est vrai, à son stade, la situation fait qu'il a besoin de ça. Mais quand il va devant la fenêtre et qu'il dit, qu'est-ce qui me différencie des autres? Les autres, ils ont un manque. Moi, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Pourquoi il adore Makima? C'est la première à l'avoir reconnu en tant qu'être humain. Et pour être reconnu en tant qu'être humain, il faut être reconnu en tant qu'être désirant, qui a de l'ambition, qui veut des choses. Ce qu'il veut, c'est pouvoir vouloir davantage et qu'on lui donne davantage. Il a un dépressif et une omnidémon qui a aucun sens de l'hygiène, comme colloque. On a vu mieux, certes, par rapport à la psychologie de Denji. C'est ce que je dis du coup en cours. C'est un faux épicurien. Il fait croire qu'il a pas besoin de beaucoup de choses. Mais en vrai, Denji, tu lui donnes beaucoup plus. Il dira oui et il en voudra plus. C'est juste qu'il a été mis de base dans une situation où il se convainc qu'il a juste besoin d'une tartine. Et c'est ça le truc. Parce que qu'est-ce qu'il gagne après? Il gagne des amis, il gagne une famille. Il a envie que tout le monde sache que c'est un héros. Et C'est le propre de l'humain. Ouais, exactement. L'appétit vient en mangeant. Et en fait, il découvre les choses petit à petit. Quand il réussit à assouvir un désir, il y en a un autre qui vient derrière. C'est le propre de la construction du désir chez l'homme. C'est-à-dire que à peine on a quelque chose, qu'on va passer du temps avec cette chose, quelque chose va s'insinuer, c'est-à-dire l'ennui. Et pour parer cet ennui, on recrée du manque pour ressentir cette satisfaction éphémère. 3 ans. En philosophie, ils appellent ça le complexe de la PlayStation 5. Tu la veux de ouf quand tu l'as pas. Quand tu l'as chez toi, tu joues. Mais quand elle est pas là, elle te manque de ouf. Mais alors que quand elle est là, tu l'oublies. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme aussi de recherche ou pas? Parce que c'est un sujet que je trouve super important, philosophique d'abord, et qui est vachement bien traité dans les mangas. C'est toute la notion du bonheur et de la quête du bonheur. Dans le manga, en tout cas, oui, il y a une quête de bonheur, mais il y a plus. Le bonheur passe par une sorte de dépassement de soi, par la volonté de créer quelque chose de significatif et de vouloir justement avoir sa place dans le monde. Et il y a ceux qui ont un certain bonheur où ils veulent juste être avec leurs amis, tout ça, ça leur suffit. Exemple, Ichigo. Le sujet du bonheur est bien abordé dans Chainsaw Man et de manière plus globale dans le manga. Moi, j'ai la sensation, l'intuition que la quête du bonheur est quelque chose de faux. Ce n'est pas une bonne direction sur laquelle il faut aller. Il faut plutôt essayer de faire le bien autour de soi et être en phase avec les droits et les devoirs qui sont corrélés. Et en fait, c'est en arrivant à tes objectifs, c'est là où tu peux parfois atteindre un petit peu de bonheur, mais c'est cette quête-là qui est le plus juste. Et là où je retrouve un petit peu certains personnages de manga, où justement, on a tendance aujourd'hui à penser dans la société actuelle que la recherche du bonheur est une recherche absolue. Or, pour moi, comme le bonheur, il y a des fois où il est là, et tant mieux, il y a des fois où il est pas là, et c'est le plus souvent, tu vas en fait aller te buter vers un état d'euphorie, de bien-être, qui est en fait faux, puisqu'il vaut mieux juste le prendre quand il arrive. Je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à la tyrannie du bonheur comme recherche ultime que tous les hommes devraient chercher et qui, justement, pourrit leur existence. On veut connaître cet état de tranquillité permanente, de plaisir permanent. À cela, il y a 2 réponses, effectivement. Soit je me dis, ok, je suis comme ça, j'augmente mes désirs autant que je veux, avoir toujours plus. Cette position est défendue dans la philosophie avec Caliclès. Et il dialogue avec Socrate. Et Socrate lui dit, non, tu maîtrises tes désirs. Tu cherches à en avoir le moins possible. La vie simple. Vinland Saga. Le bonheur par la tranquillité, la simplicité et pas plus. Et l'autre, c'est le bonheur par le faste, la luxure, tout ça. Et le luxe. Justement, pour moi, Denji représente cette volonté d'avoir ce bonheur-là parce qu'il se rend compte que l'humanité lui a pas donné ça. Il dit, non, mais moi, je veux être humain, je veux avoir tout ça. Ça, c'est les 2 voies qu'on emprunte traditionnellement pour essayer d'atteindre le bonheur. Il y a une 3e voie dont tu en parles qui est hyper intéressante, qui est soit je choisis le bien pour moi, comme fin ultime de ma vie, soit je choisis le bien en soi. C'est-à-dire, je choisis l'idée de bien, le fait d'être une bonne personne, à savoir l'opposition entre la vie bonne et la bonne vie. Bon, il y a des personnages qui représentent aussi ça. Le docteur Tenma dans Monster, qui veut juste faire le bien autour de lui et ça le rend heureux de faire le bien. Ouais. Oui, il y a une tyrannie du bonheur comme chercher à être heureux dans vos vies. Mais cette tyrannie du bonheur, on se rend compte qu'elle va juste nous amener à être encore plus malheureux quand on s'obsède avec ça. Le fait d'être à la recherche du bonheur systématique. Exactement. Ouais. Il y a aussi des critiques de chacune d'entre elles dans le manga. La critique pour moi du bonheur comme justement maîtriser ses désirs, la vie stoïcienne, la vie calme, la vie tranquille, qu'on prend dans Vinland Saga. Le truc qui le critique, c'est One Punch Man. On lui a enlevé sa capacité à désirer. Il le dit, je veux juste ressentir le fait de vouloir quelque chose, de devenir plus fort. Pour moi, One Punch Man est un récit qui traite parfaitement de la dépression par le fait qu'on n'arrive plus à désirer. Traditionnellement, on dit toujours, cherche la vie simple. C'est une sagesse, mais c'est une sagesse qui va pas convaincre tout le monde. Et du coup, Saitama, s'il pouvait être Denji, il ferait tout pour être Denji. Je crois même qu'il donnerait son pouvoir pour être Denji. Quelle est la chose qui excite Saitama? Le fait que les poireaux sont en réduction. Mais au niveau de son existence, rien ne le motive. Et c'est pour ça que j'ai trouvé le dernier épisode de la saison 1 tellement triste. Quand il se battait avec Boros, quand il lui dit, mais en fait, t'es juste trop fort. Ouais. Et c'est pas un aveu de défaite, c'est en fait reconnaître ta défaite. T'as perdu d'une certaine façon parce que tu ne te retrouveras jamais l'excitation du combat que moi je viens de vivre. Ouais. Certes, j'ai perdu, mais oh, qu'est-ce que c'était bon. C'est pour ça que Saitama, c'est le héros blasé par excellence. Donc tout se vaut d'une certaine façon comme quête. Faut juste, selon moi, chercher celle qui te correspond. Celui qui veut le bonheur par l'intensification des désirs, celui
celui qui veut le bonheur par la tranquillité ou celui qui veut le bonheur par le fait d'être une personne morale. Et il y a une quatrième voie que le manga justement maîtrise parfaitement, la joie, le fait de se dire j'ai créé quelque chose de significatif dans ma vie et ce que je vais ressentir, c'est pas une sensation de plaisir permanent au niveau de mon existence, c'est une sensation de j'ai fait quelque chose qui fonctionne, qui marche et qui plaît. Et ça, on le retrouve souvent dans le milieu de la création artistique. Bergson, il dit que arrêter de chercher le bonheur, ça n'a aucun sens. Par contre, chercher la joie dans la création. Il dit la nature nous a donné ce sentiment en nous. Quelqu'un qui a créé par exemple, qui a réalisé un film, qui sait qu'il va marquer l'histoire du cinéma, il est joyeux véritablement. Et c'est pas forcément des grandes choses. Exemple, dans les sciences, le Eureka. Eureka, j'ai trouvé. Moi, par exemple, le moment de joie, c'est quand j'écris quelque chose et je dis à mes élèves, vous ne réussirez jamais une dissertation si vous n'êtes pas joyeux. C'est-à-dire, prenez plaisir à répondre à cette question existentielle. Pour conclure ma dissertation, c'est ça que je trouve intéressant dans le manga. Il fait pas que poser cette tyrannie de bonheur. Il l'interroge. Il pose des personnages qui vont venir défendre d'autres idées. Non, mais en fait, des fois, tu vois, tu vis des moments de vie, tu te dis, putain, c'était la misère quand j'étais petit et tout. Tu as beau avoir plus d'argent, être à l'aise financièrement, te dire que pour plein de personnes, tu vois, l'accomplissement d'un homme ou d'une femme ou d'une famille, tu vois, c'est d'avoir sa baraque, que des choses matérielles. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais heureux quand j'étais à l'école et tout. La recherche du bonheur, c'est une chimère. Comme tu peux pas le quantifier, le bonheur, faut même pas se poser la question, faut vivre les moments. C'est exactement la thèse que défend Pascal dans ses pensées. Il dit, l'être humain, il a un problème, il sait pas rester au temps présent. C'est sa malédiction. Il va toujours être dans la nostalgie d'un passé qui est parti ou dans l'appréhension d'un avenir qui va parasiter son présent. Mais le truc le plus dur pour l'être humain, c'est de créer un moment où il va revaloriser le présent. C'est hyper abstrait. Je sais qu'il y a 20 000 bouquins sur le positivisme et d'être dans l'instant présent. T'arrives jamais à y être. C'est toujours rétrospectivement que tu te dis, putain, à ce moment-là, j'étais plutôt bien parce qu'il t'arrive une couille au moment où tu te le dis. Tu parlais de la créa acteur. On est des putains de marionnettes. Il y a toujours une éternelle insatisfaction là-dedans. J'ai toujours l'impression de servir à rien. Enfin, c'est peut-être mon tempérament aussi. Je respecte les gens qui arrivent à faire des choses, tu vois, qui arrivent à construire des choses de leurs mains, qui arrivent à... Voilà, moi, c'est mon fantasme. Je sais que je suis incapable de le faire. Et je me dis, putain, ces gens-là doivent être heureux comparé à moi. Et à chaque fois, une fin de journée de tournage, je me dis, j'aurais pu mieux faire. Le doute commence à prendre le dessus. Et lui, au moins, il construit. C'est-à-dire, après, une fois que le film est fini, nous, c'est une petite mort. T'es plus dans le contrôle de rien du tout. Hakim va monter, Hakim va étalonner, va mixer, etc. T'es toujours dans le faire en permanence. Une fois que le truc est fini, il est fini, tu l'as construit de tes mains, limite, tu vois. Nous, il y a un truc hyper abstrait. On se rattache pas à grand-chose de concret, tu vois, ce qui est relativement chiant en soi. Je suis pas d'accord avec toi. Un acteur, il donne tellement de choses, par exemple, dans une création artistique, dans un film et tout. Le premier retour vers le futur, c'était pas Marty McFly. C'était un gars, tu vois, limite futur César, titre star aux États-Unis, un prospect de ouf. Il prend et ça a donné un ton qui n'a rien à voir avec le film. C'était limite un film d'auteur. Tu as Robert Zemeckis qui a pété les plombs. C'était dans son contrat que si cet acteur-là lui plaisait pas, pouvait changer d'acteur. Et en plein milieu du tournage, il fait venir le Marty McFly. Mais le pire, c'est que quand tu vois les rushs, le gars qui était avant Marty McFly faisait des regards intenses, tu vois, la The Rock et tout. C'était vraiment un autre film. Et justement, un comédien, il donne vraiment un ton. C'est vraiment un travail d'équipe. Et je te jure, je te dis pas ça genre pour faire un beau mot ou quoi. Ton comédien n'est pas avec toi dans ton film, il te pourrit ton film. Même pas un super réalisateur a des super comédiens autour de lui qui sont vachement impliqués dans le film. Ça peut faire un bend de film. Ouais. Si tu fais partie de cette œuvre-là. Bien sûr. Tu es à l'intérieur. C'est un bout de toi que tu as donné. Je me réfère à ce que je ressens, Mais moi. quand le produit est fini, c'est-à-dire quand tu vois les réactions Je des suis gens, toujours quand déçu. il est aux... Ouais. Je suis fier à certains moments où je touche un moment de vérité, où je me surprends à pas être dans le contrôle. C'est des micro-moments où je me dis, ah, là, c'était pas mal. Beaucoup de comédiens, ils aiment pas se voir. Alors ça parle de bonheur, les gars. Pour moi, le bonheur, comme tu le dis, c'est l'instant présent. Le passé, c'est la nostalgie. Le futur, c'est l'appréhension. Donc je vous demande tous, à partir de maintenant, on va vivre l'instant présent. Vous allez tous penser à un événement dans votre vie, un truc qui est passé. Ça peut être un événement positif, un événement négatif. D'accord? Essayez d'avoir la date exacte de cet événement. On va faire un calcul très très simple. On va multiplier, additionner, diviser, soustraire. Je sais pas où je vais, mais on va arriver à un résultat, d'accord? J'ai besoin d'une calculatrice. Quelqu'un a un iPhone à me prêter au pire. Comme ça, on me dit pas. Richie, on sait jamais, on dit que le tien il est truqué. Est-ce que t'en as un sur toi? J'en ai un sur moi. Je vais prendre le tien. T'as une date en tête, t'as un événement. Tu peux nous parler de cet événement. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à cet événement là maintenant? Une forme de tristesse. Ok, tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça comme ça. Dis-moi c'est l'événement bon. que t'as en tête là maintenant, la date. 2024. C'était en 2024. Ok, on va mettre 24 fois. Richie, tu peux me donner un événement où il s'est passé quelque chose de fort pour toi? On va dire moi une date. Une année. 2019. On va mettre, c'est quoi? 2019 fois. On a 48 500. Tu peux me dire, tu sais quoi, pas un événement, pense à une adresse, à une maison. T'as une maison en tête, un appartement, t'as le numéro de rue. C'est un endroit qui correspond à quelque chose de fort pour toi, bonheur, l'instant présent. Dis-moi maintenant juste le numéro de rue de cette adresse. 43. 43 fois. On a 2 83 608. Et est-ce que ces 2 83 608 te dit quelque chose? Tu peux aller sur ton compte Société Générale et nous montrer le montant qui est exact. Il est impressionnant. Non, c'est quoi? Il nous manque un résultat. Frérot, regarde, je vais te demander juste de mettre, pour pas montrer aux gens, tu vas mettre les 2 derniers chiffres de ton code de carte bleue. Tu le mets, le montre à personne. Et appuie sur égal dès que tu l'as mis. Super, t'as obtenu un résultat. Tu peux me dire le résultat, s'il te plaît? Alors, 22 31 405. 22 millions.
d'accord, 31 405. Je suis arrivé, quand vous parlez de bonheur, vous parlez d'instant présent. On est d'accord que le passé, c'est la nostalgie, le futur, l'appréhension. Mais le bonheur, il est où en réalité? Le bonheur, il est là. Il est sur les choses simples, qui est là maintenant, l'instant présent. Parce qu'en réalité, si on regarde, aujourd'hui, nous sommes exactement le 22-03. Il est exactement 14h05. Regardez tous vos téléphones. Regarde ton téléphone, je te montre. Il est 14h05, exactement là maintenant. C'est ce qu'on appelle l'instant présent, messieurs, dames. Appréciez ce moment, il est exceptionnel. Regardez vos téléphones, on remontre l'heure à côté. Montrez vos téléphones, on sait jamais, on me dit pas que celui-là il est truqué. Elle est là la caméra et ça fait plaisir. Incroyable. Incroyable, Kader. Merci, ça fait plaisir. Des fois je peux être bon magicien aussi, hein. Ça fait plaisir. Allez, ciao, Hakim. Bisous. Bon, on arrive vers la fin. Est-ce que vous pouvez chacun votre tour me donner 3 petites pépites que vous conseillez aux internautes qui nous regardent? Gantz, The Fable. Qu'est-ce qui m'a fait délirer? Under Ninja, bien. À lire, pas à regarder en anime. À lire, il y a le Vagabond de Tokyo. Putain, vous m'avez mis les 2 que j'avais mis dans ma liste. Lady Boy contre Yakuza. Regardez ça, c'est incroyable. Pas pour les plus jeunes. Non, même les plus jeunes peuvent vous regarder. C'est charmé, c'est charmé. Et Fire Punch. Je voulais commencer avec Fire Punch. Ouais, mais dans ce cas-là, Devilman. À lire, c'est intéressant, c'est l'ancien style et c'est moins censuré. Sinon, la version Crybaby fait très bien le travail. Look Back, one shot de Fujimoto. Ouais. Excellent. Et si on reste dans les one shots, il est très dur lui aussi. Errance d'Inyo Asano, l'auteur de Boni Poon Poon. Il a fait un one shot sur ce que c'est que d'être un mangaka, mais pas la face belle. Genre, limite, c'est un gros connard, le mangaka, dans sa façon de traiter les gens, parce qu'il a un syndrome de supériorité par rapport aux autres. En fait, il montre comment ça peut ruiner sa vie, en fait, d'être mangaka, mais en même temps, c'est tellement gratifiant. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant. Moi, si je devais en donner 3, je vais dire Kanji. C'est un peu un mix entre Squid Game, Death Note et Tomodachi Game. Il y a Fable qui va sortir, qu'il faut vraiment tes mains. Il y a Gogo, comment ça s'appelle? Ils font des espèces de Power Rangers, vous avez vu ça? Ça a l'air chiant, mais... Ça a l'air incroyable. Power Rangers en mode un peu plus... j'ai l'impression un peu plus trash, et il y a ce délire de genre tous les dimanches, c'est le jour où les héros et les méchants se battent. Et en fait, tu suis un des méchants qui en a marre de cette espèce de petite tradition. Et le héros, c'est vraiment l'antagoniste et tout. C'est chambé. Ça m'a fait penser à un truc. Un producteur américain qu'on avait rencontré, tu vois, à un festival de films, m'avait montré un court-métrage. Je crois qu'il y a encore sur YouTube. Ils avaient fait, mais belle production et tout, hein, mais de ouf. Genre Power Rangers en mode dark, dans un monde post-apocalyptique, les méchants ont gagné. C'est incroyable. Chambé. Très dark, très violent. C'était un dingue. Si tu me parles de Darkness, ça me fait penser à un autre manga que j'ai lu qui est chambé, qui s'appelle Sidou. Dark à la Berserk. 2 frères complètement flingués du cerveau. Le petit, il est fou furieux. C'est un peu un Amer Béton à l'époque d'Edo en méga dark. Et évidemment, je continue à vous le dire, matez Amer Béton, Chicken King Creed, c'est pour moi. C'est vraiment l'œuvre où philosophiquement j'ai pris la plus grosse gifle de toute ma vie. On a un petit cadeau pour vous, les gars, pour vous remercier quand même d'être venus. Oh, mais il fallait pas. Ouais. C'est toi, T'es le meilleur, frère. Oh là là, frère. Forcément. Je savais même pas qu'il existait, frère. En plus, cette version-là. Frère, t'es le meilleur. Non, mais t'as géré. Voilà, les frérots, merci d'être venus. Ça fait plaisir. Merci, c'était génial sur tous les cafards. Merci pour l'invite. Voilà. C'était génial. C'était superbe. Merci mes bébés, on se refait ça bientôt. Avec Avec plaisir. grand plaisir. Saison 2 qui arrive bientôt. D'ailleurs, cet épisode, c'est l'épisode de la fin. Fin de saison. On a une saison 2 qui arrive qui est charmée. On a eu pas mal de chefs avant qu'on a vu et qui nous ont conseillé d'aller dans pas mal de nouveautés, notamment sur la bouffe japonaise, sur d'autres choses que les japonais font très bien. On va commencer à allier un petit peu les deux. Donc la prochaine fois que vous viendrez, ce sera pareil, mais on fera une petite bouffe en même temps. Je vous ferai un truc sympathique. On va évoluer un peu en gamme, donc on se garde un peu de surprise pour la saison 2. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie pour ce très bel épisode de fin de saison. Merci mes bébés. Putain de Tu rockstar. régales. Allez, C'est une luciole. putain de rockstar. Thank you.